Bonjour à tous. Donc effectivement, les premières définitions du télétravail remontent à plus de 20 ans, donc on va évidemment vous les épargner, et on verra que c'est finalement un paradoxe que ça soit encore une innovation pour les assureurs en France, alors que quand effectivement on fouille un peu le sujet, on s'aperçoit que s'il fait à l'étranger, de manière générale, effectivement, c'est des sujets qui sont traités maintenant depuis plusieurs années. Donc, je vais d'abord aborder le cadre juridique qui est favorable mais récent. Alors, le premier point, c'est en 2002, il y a eu un accord entre les partenaires sociaux européens, et cet accord il a été initié par la Commission européenne, au titre, l'article 139 du traité européen permet effectivement d'organiser, d'impulser des accords. Et l'intérêt de cet accord, c'est qu'il fixe un cadre général européen au niveau du télétravail, avec une première définition commune, et puis surtout, il impose aux partenaires sociaux de mettre en place des accords au niveau national dans les 3 ans. Donc, comme on est en France, ça s'est fait juste dans les 3 ans. Vous voyez, l'accord des partenaires sociaux européens, c'est 16 juillet, et effectivement, on a quand même pris 3 jours de retard. Enfin, c'est pas mal. On a un accord national interprofessionnel qui est très proche de l'accord cadre dans la définition, effectivement, dans la définition du télétravail. Il induit simplement une chose, finalement, il ajoute la notion de salarié, c'est surtout ça qu'il a ajouté. Mais pour le reste, il est très très proche de cet accord. Il comporte certaines dispositions plus protectrices des salariés. Il détaille finalement le premier accord qui était un accord cadre général. Et cet accord-là, européen, pardon, et cet accord national, donc, il a vocation à être complété par des accords de branche ou des accords d'entreprise. Il va se passer quelque chose en 2012. Alors, pardon, c'est sur la base de cet accord de juillet 2005, finalement, que se sont mis des tests, des initiatives dans l'ensemble des entreprises. En 2012, le législateur français donc, a éprouvé le besoin de légiférer. Alors, la première réaction, c'était de se dire finalement, c'est une habitude française que de développer de la norme juridique. Puis en fait, c'est un peu plus subtil et ça met pas mal la pression au niveau des prochains groupes sur le séminaire innovation, parce qu'il se trouve que c'est également une innovation, ça. On va appeler ça un modèle d'innovation législatif. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on vous fait du 2 en 1. Et s'il peut être noté pendant les minutes. On a travaillé sur 2 séminaires. Cette loi, elle comporte que 3 articles. Elle est très claire. Elle définit le télétravail également de manière très nette. Elle induit quelques précisions complémentaires par rapport à l'accord et elle donne effectivement la possibilité pour l'employeur de déclencher unilatéralement le télétravail dans certaines hypothèses. Donc une voie simple qui vient reprendre exactement les définitions qu'on avait préalablement au niveau de l'accord national interprofessionnel. Tout ça est parfait. Il y a également des questions d'extension. Elle a vocation en principe à pouvoir être étendue hors du champ de l'accord national interprofessionnel, mais l'essentiel n'est pas là. Et donc, elle donne une définition précise du télétravail que vous avez sous les yeux. Donc, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail. Ça veut dire que c'est organisé, c'est un point important. C'est pas fait sur un coin de bureau, c'est pas du travail itinérant organisé où chacun s'arrange comme il le souhaite. Dans lequel un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux, élément important, de façon régulière et en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Et ici, on a tout. La particularité de ce texte, c'est qu'il a une définition très large du télétravail et qu'il englobe un certain nombre d'hypothèses, la quasi-totalité des hypothèses. Le télétravail nomade, qui est la personne qui a un bureau mais qui travaille régulièrement à l'extérieur, par exemple les commerciaux, etc. Le télétravail à domicile, effectivement, j'ai mon bureau et je vais exercer la quasi-totalité ou une partie simplement de mon activité à mon domicile. Là, on a tendance à parler plutôt de travail pendulaire. Le télétravail en télécentre, quelque chose qui existe depuis les années 90, qui est assez peu développé, mais c'est les salariés, effectivement, exercent dans des structures communes, éventuellement à plusieurs entreprises, mais non pas sur le lieu sur le site de l'employeur. Et puis, de manière peut-être un peu plus marginale, mais du télétravail en réseau qui permet effectivement à certaines personnes de se mettre en réseau dans la relation avec le manager en étant sur site ou en dehors du site.
Ça, c'est le premier point, donc une définition à la fois simple et large. Alors après, effectivement, on verra comment la jurisprudence est susceptible de l'interpréter. Enfin, c'est pas moi qui expliquerai ça. C'est les magistrats dans le futur ou ceux qui s'intéresseront aux revues juridiques. Donc un champ d'application large qui concerne tous les salariés. Alors il faut savoir que les fonctionnaires, agents publics, etc. sont désormais également concernés par une loi du 12 mars 2012 qui a juste précédé la loi Warsmann. Voici sur ce point. Donc, une fois qu'on a cette définition du télétravail, on a un premier bloc de règles qui est effectivement un principe d'égalité de traitement. Égalité de traitement dans les conditions de l'emploi. Donc, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux d'entreprise. Mais ça veut dire qu'au moment où effectivement ça sera déployé, le télétravail sera déployé dans l'entreprise, il va falloir organiser tout ça. Idem en matière d'activité et de suivi, au niveau de la charge de travail, les normes de production, enfin je ne vais pas vous lire tout le slide, mais les critères effectivement de suivi, de charge et de suivi doivent être identiques aux salariés en situation de télétravail par rapport à celui qui est sur le site. Les questions de formation, le même accès à la formation au possible déroulement de carrière que les salariés, et puis les droits collectifs, avec l'égalité des droits dans les relations avec les représentants du personnel, donc effectivement la possibilité de se connecter sur des intranets syndicaux, etc., d'organiser tout ça. Donc le principe fondamental, c'est celui de l'égalité de traitement, avec de nombreuses dispositions sur le sujet, et effectivement, vous constatez que toutes ces dispositions-là, elles sont prévues dans l'accord national interprofessionnel de 2005. Après, si on veut, le cadre juridique, il se complète avec le contrat de travail ou l'avenant. Donc le principe, c'est un contrat de travail ou un avenant qui est obligatoire. La particularité, c'est que si c'est un contrat de travail, ça fait partie des conditions substantielles du contrat de travail. Il y a eu un peu de jurisprudence assez peu sur le télétravail, mais ça a surtout concerné effectivement des bascules, des changements de situation, notamment quelqu'un à qui on va imposer de travailler désormais sur le site alors qu'il est en situation de télétravail, et ça sera considéré par la jurisprudence comme effectivement un cas de modification substantielle. Après, le deuxième point, c'est que ça a un caractère réversible si le télétravail ne fait pas partie des conditions d'embauche. Il est possible de revenir en arrière. Pour mémoire, AXA fait signer des avenants à contrat de durée déterminée d'un an. Les autres points principaux, c'est l'obligation de prévoir une période d'adaptation. C'est un vrai changement sur le métier, ça va être effectivement développé sur plusieurs titres, y compris par Marie-Cécile sur à droite sur les questions managériales, mais du coup il y a effectivement la possibilité de prévoir une période d'adaptation parce qu'effectivement on exerce son métier dans des conditions totalement différentes et il est difficile de se projeter avec certitude sur ce changement. Dans ce cas-là, derrière cette période d'adaptation, évidemment, priorité de nos salariés pour occuper ou reprendre son poste. Le suivi managérial, finalement, assez classique. Alors, c'est vrai qu'il est un peu surprenant de noter l'exigence d'un entretien annuel. On peut imaginer dans tous les cas la situation, de toute façon, cet entretien se déroule, que la personne soit sur le site ou pas, enfin en tout cas c'est rappelé. Fixation avec le salarié des plages horaires où il peut être contacté. Hein. Il y a des sujets importants, c'est la sphère vie privée, j'allais dire vie privée, vie publique, pardon, vie privée, vie professionnelle, et comment les deux se préservent. Donc effectivement, là en l'espèce, fixation avec le salarié des plages horaires où il peut être contacté. Les questions de sécurité, d'obligation de contrôle par l'employeur et de mise en conformité du lieu de travail, et le principe de l'accès, effectivement, par l'employeur, le CHSCT, pardon, au lieu du télétravail. Donc effectivement, là encore, on projette des normes assez classiques, mais au domicile du salarié. Et puis le dernier volet, c'est la prise en charge des coûts liés au télétravail. Ça a été abordé à travers l'échange précédent, donc je ne reviens pas dessus, avec effectivement l'information du salarié sur la restriction à l'usage des équipements. Donc on a finalement un cadre juridique qui est assez simple. Les accords, on les a vus, l'accord principalement France, l'accord national interprofessionnel et la loi Warsmann. Je vous précise que la loi n'est pas encore, des décrets d'application ne sont pas encore parus. Hein. C'est-à-dire que j'ai besoin de vous parler. Donc on est toujours sur le régime de l'accord national interprofessionnel. Cet accord, cette définition précise, ces principes d'égalité de traitement dans tous les volets majeurs de l'activité, et effectivement ensuite comment on organise ça dans les relations avec le salarié sur son lieu de travail qui est son domicile, ou en tout cas son domicile ou l'autre site. Il y a deux points néanmoins qui manquent à l'heure actuelle.
à ce cadre juridique. Le premier, c'est les questions de responsabilité de l'employeur et des responsables en cas d'accident, en cas de dommages causés au moment du télétravail par salarié. Et le deuxième, c'est la question des accidents du travail au domicile du salarié. Alors là, il y a des préconisations qui peuvent, dans certains pays qui ont été cités par Nathalie, il n'y a pas de réglementation particulière. En Belgique, vous avez un principe de présomption d'accident du travail lorsque l'accident survient au domicile du salarié pendant les horaires de travail. Et il y a des débats en France sur cette question-là, entre les partenaires sociaux. C'est probablement d'ailleurs parce qu'il y a ces débats-là qu'effectivement ça n'a pas été intégré dans l'accord. Donc le cadre légal est simple, mais sur ces deux points, il reste en partie incomplet, et donc probablement à poursuivre, poursuivre la construction, y compris via, pourquoi pas, la jurisprudence ou d'autres réglementations. Donc, ceci étant dit sur le cadre juridique, ce que je vous propose, c'est d'aborder la question des enjeux et opportunités pour le secteur de l'assurance en France à travers les enjeux de déploiement. Alors, il est clair que ces enjeux, ça va être des enjeux au cas le cas, propres à chaque organisation, selon les cultures d'entreprise et le secteur. Maintenant, il y a des valeurs constantes et des bonnes pratiques qui ont pu être identifiées, essentiellement liées à la conduite du changement finalement. C'est surtout le point majeur, c'est la conduite du changement qu'induit ce télétravail. Alors on a décidé de les diviser en 4 parties: compléter le cadre légal, les conditions d'éligibilité des collaborateurs, les enjeux managériaux et les enjeux culturels. Donc comme il a été décidé que j'étais le juriste de l'équipe, il m'a été chargé de vous présenter la partie relative au cadre légal à compléter. En fait, on est bien cette fois-ci dans les enjeux de déploiement dans l'entreprise. Alors, s'il n'y a pas d'obligation de conclure un accord d'entreprise, c'est quand même une pratique évidemment recommandée partout, finalement, enfin presque partout, dans presque tous les cas, on constate quand même qu'il y a ce type d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'articuler les dispositions relatives au télétravail, déjà d'entrée de jeu, avec l'ensemble des accords d'entreprise qui peuvent porter sur l'égalité de situation de traitement des fonctions des sexes, sur le temps de travail, sur les questions de sécurité, etc. Bon, là, éventuellement, les questions des salariés en situation particulière, handicap, maladie, etc. Donc ça, c'est un premier point, un premier bloc qui justifie de compléter les accords existants. Le deuxième, c'est qu'on l'a vu, la loi, elle est assez générale. L'accord, il est assez général. Il y en a guère plus que ce que l'on vous a présenté. Et donc, ça veut dire que tout ce qui va concerner l'organisation, tout ce qui va concerner la mise en œuvre du suivi, tout ce qui va concerner l'activité elle-même, le cœur de l'activité, il va effectivement falloir le mettre en place. Et ça va faire l'objet, effectivement, bien évidemment, de négociations. Vous avez la gestion de carrière, les niveaux de prise en charge financière qu'on abordait. Que recoupe ces 1 370 €, c'est finalement assez variable en fonction des entreprises. Vous allez avoir les questions des droits individuels, des droits collectifs, la manière dont ils s'exercent, etc. Donc on voit bien qu'on a à la fois pour s'articuler avec l'ensemble des accords existants, mais également pour définir les modalités précises d'exercice du télétravail dans l'entreprise, on a besoin de cet accord d'entreprise. Le deuxième point, c'est qu'évidemment au niveau de la mise en œuvre, ça passe par une consultation préalable obligatoire des IRP, CHSCT et CE, mais sur ce point, je n'insiste pas, c'est pas utile. Donc là, on a le cadre légal, et à ce stade, normalement, vous en savez autant que moi. Le deuxième point, c'est la nécessité de définir maintenant des conditions, on l'a vu, des conditions d'éligibilité objectives. Qui peut être télétravailleur, qui peut télétravailler dans l'entreprise. Comment? Non discriminante. Alors le principe, c'est que sont éligibles au télétravail, finalement, tous les salariés qui exercent une activité susceptible d'intégrer les technologies de l'information et de la communication. C'est une condition d'utilisation d'éthique pour être télétravailleur. Donc il y a des métiers qui naturellement vont avoir effectivement, qui vont être a priori plus concernés, et il est évident que par exemple les questions de GED, d'exercice de l'activité en GED, en gestion électronique de documents, ça facilite les choses. Il est évident qu'à partir du moment où vous avez installé des systèmes de workflow dans les entreprises, vous pouvez suivre l'activité, ça facilite les choses. Alors maintenant, vous pouvez aussi vous connecter à des sites centraux, exercer une activité téléphonique, Nathalie nous disait, et pouvoir exercer l'activité.
Le deuxième critère, c'est les salariés pour lesquels une présence physique régulière au sein de l'entreprise n'est pas requise. Alors ça paraît évidemment évident, si le salarié doit être dans l'entreprise, il peut être à son domicile, mais il faut le prendre vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut également un moment être prudent, notamment pour éviter les facteurs d'exclusion et de maintenir ce lien régulier potentiel dans l'entreprise. En tout cas, c'est plutôt conseillé. Ce qui veut dire que des personnes qui sont déjà sur du travail itinérant, vous n'avez pas forcément intérêt à les projeter sur une situation de télétravail. En tout cas, de renforcer ces questions. C'est pour ça que vous avez certaines catégories de salariés qui peuvent potentiellement, c'est toujours potentiellement, ça dépend évidemment des accords d'entreprise, mais être exclus du champ d'application du télétravail. Vous retrouvez les salariés à temps partiel, parce qu'il y a un risque de coupure avec la communauté de travail. Les salariés n'ayant pas suffisamment d'ancienneté, parce qu'il y a effectivement un risque de ne pas s'intégrer dans l'entreprise. Alors vous avez une expérience chez Dassault qui consiste à exclure les salariés qui ne sont pas au forfait jour. Là, je pense que c'est plutôt pour des questions d'autonomie dans la gestion de la mission par rapport au temps. Globalement, le télétravail est généralement ouvert à l'ensemble des collaborateurs, sur le cadre ou non cadre. Les questions d'éligibilité, elles portent finalement presque plus sur les profils. Et là, vous avez un concept de triple autonomie. Pour être quelque part, pour être éligible au télétravail, il faut finalement pouvoir être autonome dans l'exercice du métier. Ça paraît aller soi, mais c'est en disant, dans la gestion du temps, c'est encore autre chose. Vous pouvez parfaitement être autonome dans la gestion de son métier. Et que ce soit plus relatif dans la gestion du temps, j'en profite pour regarder ma montre et voir où j'en suis. Dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, donc être autonome dans l'utilisation de ces technologies-là. C'est absolument pas neutre, on le verra à travers l'expérience MACS. Des collaborateurs déjà intégrés dans l'entreprise, c'est esquissé, pouvoir exercer dans un environnement compatible par rapport au télétravail également. Ça, c'est un point relatif au domicile. Vous avez effectivement des critères environnement. Est-ce que vous pouvez vous isoler dans une pièce, etc. Est-ce que vous avez une famille télétravail compatible? Et puis des critères de validation par le management. Alors, je ne suis pas mettant dessus, puisqu'effectivement Marie-Cécile va vous en parler. Mais en tout cas, c'est de prendre en considération l'impact, l'équilibre dans l'équipe entre le nombre de télétravailleurs, le nombre de travailleurs sur site, et pour que l'ensemble, le lien social, professionnel se maintienne sur le site. Là, rapidement, vous avez une série de critères d'éligibilité qui ont été retenus dans le domaine de l'assurance au niveau d'AXA. Vous retrouvez finalement, de manière plus concrète, les éléments que j'évoquais, être en CDI depuis plus de 2 ans, présence sur site de 2 jours minimum, avoir une activité professionnelle mesurable et compatible avec ce mode d'organisation. Je ne reste pas davantage dessus. Je pourrai éventuellement répondre à vos questions si vous en avez. Là, il s'agit d'une autre pratique constatée qui est assez fréquente dans les critères d'éligibilité. C'est un questionnaire d'auto-évaluation qui est soumis aux collaborateurs candidats au télétravail afin d'évaluer l'adéquation de son profil, c'est un lapsus, avec les exigences du télétravail. Ce qui est intéressant dans ce questionnaire, bon, je vous laisse en fonction, vous voyez effectivement les questions sont relatives à l'autonomie. Je peux passer du sentiment de sécurité que procure l'échange avec mes collègues sur le règne d'une action à mener, etc. Et on voit que le questionnaire il était plutôt particulier autour de l'exercice du métier, travail isolé en dehors de l'équipe. Et les retours qu'ont pu faire les collaborateurs en situation de télétravail dans le cadre du test MACSF ont montré que le point sur lequel ils ont été finalement le plus en difficulté, c'était l'autonomie dans la gestion des technologies d'information. C'est le point sur lequel, effectivement, ils étaient plus nombreux à dire là, effectivement, j'étais en situation de difficulté. Le deuxième, c'était la notion d'isolement par rapport à l'équipe, mais ça restait marginal, ça restait assez marginal. 2 slides pour finir. Dans les conditions d'éligibilité, un réel potentiel dans l'assurance sur les métiers. Vous voyez la répartition, sur la gauche, la répartition par famille de métiers de l'Observatoire de l'évolution des métiers d'assurance, donc en 2011, et puis dessous, vous avez la ventilation par catégorie professionnelle. Et en fait, on constate qu'il y a des forts recoupements, très forts recoupements, avec l'étude du Conseil d'analyse stratégique sur la base de statistiques du ministère du Travail sur les probabilités futures de télétravail en 2015-2020. C'est un peu compliqué parce que
pensais qu'on allait projeter quelque chose en grand, et du coup que ça pourrait être lisible, et ça ne l'est pas. Donc je vais faire un effort pour vous sur certains métiers. On voit cadres commerciaux, technico-commerciaux, employés techniciens des assurances, employés administratifs, cadres administratifs et dirigeants, etc. Ça se regroupe effectivement de manière assez forte avec les métiers, les familles de métiers des assureurs. Et pour finir, le potentiel actuel et futur dans l'assurance, il repose également en partie sur la génération Y. La génération Y, c'est aujourd'hui 15% des salariés du monde d'assurance et ça représente 60% des recrutements. C'est une génération qui travaille en réseau, qui maîtrise parfaitement les technologies, qui est qualifiée, donc qui a tous les atouts, tous les attributs pour effectivement être en situation de réussir et d'être éligible et de réussir une démarche de télétravail, une installation de télétravail, indépendamment même des nouvelles technologies qui sont effectivement susceptibles d'intégrer peut-être de manière plus simple que les générations précédentes, parce qu'ils ont baigné dedans. Donc je vais passer la parole à Marie-Cécile Barre sur la question effectivement des conditions managériales, comment on déploie les conditions managériales pour déployer